Non, mais évidemment que j'irai manifester, évidemment que j'irai soutenir les manifestants. Je suis très très surprise, hein. Enfin, surprise et pas en fait de l'ampleur de la mobilisation qui s'annonce. Tous les syndicats disent que c'est une journée qui s'annonce historique. Et évidemment, je serai avec les salariés qui seront dans la rue, bien sûr, et avec en plus force et solidarité et joie. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation demain? Mais que la révolte qui est en cours dans le pays s'exprime parce que aujourd'hui elle est tue, elle est effacée, elle est étouffée de mille et une manières. Et d'ailleurs, on le voit dans la manière dont on traite cette manifestation qui n'est abordée que sous l'angle des débordements qu'elle pourrait générer, alors que ce que veulent exprimer les gens qui sont dans la rue, vous savez, perdre une journée de salaire aujourd'hui, compte tenu des difficultés dans lesquelles se retrouvent énormément de salariés, c'est pas un petit sacrifice. Et s'ils le font, c'est pour dire véritablement qu'ils tiennent absolument au service public dont ils ont la charge. Enfin, moi, je pense, je pense qu'il y a un sujet qui est le service public. Je m'arrête juste après, mais là, il va y avoir beaucoup de salariés du service public qui vont aller dans la rue. C'est ce que j'allais vous dire. Vous parlez de révolte, c'est la révolte du service public et des fonctionnaires qui, le plus souvent, sont dans ces manifestations intersyndicales. Alors, pas que, déjà, pas que. Et ensuite, sur le service public, moi, je voudrais en dire deux mots, parce que le service public, les gens ont accepté des conditions de salaire qui étaient plus faibles que dans le privé pendant bien longtemps. Et au nom de quoi? Au nom d'un sens du service public. C'est-à-dire que la mission, le travail qu'ils faisaient avait un sens et ils participaient à un projet national. Et en fait, aujourd'hui, on le voit avec les enseignants. On le voit avec les enseignants. La moitié des postes ouverts au concours d'enseignants ne trouvent même pas de candidats, tellement ces métiers qui étaient pourtant enviés dans la population, aujourd'hui, sont tout à fait relégués. Et en fait, il y a tellement plus de sens, on comprend tellement plus ce qu'on fait, le service est tellement dégradé que la mission de service public, qui était vraiment une mission extrêmement noble, qui à dire que quel que soit le niveau social, quelle que soit l'origine, quel que soit le quartier dans lequel vivaient les personnes, eh bien, elles avaient le droit à une éducation pour leurs enfants de très haute qualité. Ils avaient le droit à des soins à l'hôpital de très haute qualité. Tout ça est en train de s'effondrer littéralement. Et donc, ces gens-là vont aller dire dans la rue qu'ils tiennent à ça, qu'ils tiennent à leur travail, qu'ils tiennent à leur sens du travail. Et bravo à eux de le faire. Est-ce que ça s'effondre aussi parce que pendant trop d'années, on n'a pas voulu réformer, que notamment la gauche s'est opposée à beaucoup de réformes pour améliorer aussi Moi, je vais vous dire aujourd'hui l'organisation de l'hôpital, ou lorsque parfois elle a été au pouvoir, elle a plutôt renforcé la suradministration des hôpitaux, parce que vous dites les soignants qui se plaignent beaucoup. C'est vrai qu'ils se plaignent beaucoup, mais ils se plaignent aussi beaucoup parce qu'il y a trop d'administration dans les hôpitaux. Oui, alors parlons d'administration dans les hôpitaux, pas de problème. La tarification à l'acte, la T2A, a été mise en place par un gouvernement de droite. Et donc en fait, c'est pas la gauche qui l'a fait. Et par ailleurs, je vais vous parler aussi de la psychiatrie, par exemple, dans l'hôpital public, sur lequel j'ai fait une mission d'information avec Nicole Dubré-Chira. Et en fait, c'est un état mais absolument dramatique. Et aujourd'hui, la psychiatrie est largement déplacée vers le privé. Et aujourd'hui, les patients en psychiatrie qui sont accueillis par le privé génèrent les marges les plus importantes pour les cliniques privées. Donc en fait, on a vraiment un décalage d'un service public utile à tous vers un service de profitabilité privée. Et en fait, c'est ça qu'on veut pas en France, parce que c'est un choix radical qu'on a fait à la sortie de la guerre, qui est un choix noble, qui est un choix vraiment qui nous fait honneur, qui est de dire que oui, on met beaucoup de notre richesse en commun pour faire en sorte que chacun ait des droits équivalents, quel que soit son niveau de richesse. Et en fait, c'est beau. Voilà, c'est ça les valeurs de la France. On a une impression de décalage entre la mobilisation et les débouchés politiques. Les débouchés politiques à gauche, j'entends. C'est-à-dire qu'on voit une gauche qui peine à tenir le mouvement et faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est la même chose à la fête de l'UMA, alors qu'à une époque, dans les années 70, en réalité, la gauche avait un véritable service d'ordre, avait un mouvement, avait un encadrement qui était beaucoup plus fort. On sent aujourd'hui, vous pouvez rire, hein, mais... Ah bah oui, je ris, oui. Je répondrai, mais je ris, oui. Très bien, tant mieux. Poursuivez, Rachel. Ensuite, on a l'impression aussi d'un manque de débouchés politiques, c'est-à-dire avec une gauche qui finalement... Et je ne dois pas être la première à vous l'avoir dit, qui finalement investit le sujet sociétal et très peu la question sociale aujourd'hui, et qui en plus
et qui en plus, je vais terminer de vous faire rire là-dessus, n'a pas un programme commun et ne se montre pas uni aujourd'hui. Et on a du mal à voir quel débouché politique justement de ce type de mobilisation, autre que les images peut-être de casques que l'on va voir. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que, je vois que vous ne le prenez pas au sérieux et c'est tout à fait votre droit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois qu'il y a quelque chose de presque stérile, qui n'accouche pas d'un véritable débouché? Ce qui est bien, c'est que vous enfilez les clichés comme les perles sur un collier. Donc, alors, on va les prendre les uns après les autres. C'est pour ça que j'éteins au fait. C'est-à-dire qu'à la fête de l'UMA, il y a un service d'ordre et qui est extrêmement efficace par ailleurs. On a même dû changer l'adresse. Ah, mais non, mais très bien. Non, vous savez très bien. Il y a un service d'ordre qui est parfaitement efficace et j'en ai bénéficié d'ailleurs à la fête de l'UMA, et je salue tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont assuré cette fête de l'UMA. Non, mais la fête de l'UMA, il y avait plus 660 000 personnes qui y ont participé. C'est un record historique et tout s'est extrêmement bien passé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le fait qu'il va y avoir des violences, c'est à peu près à chaque fois le même refrain avant chaque manifestation, et j'entendais ça de manière continuelle et en boucle avant le 10 septembre. Il s'est rien passé. La seule chose qui a eu lieu, c'est une espèce d'incendie le long d'un mur d'un restaurant qui a été une image fixe sur votre chaîne pendant à peu près 2 heures, puisque je l'ai moi-même vu, et que à partir du moment où la procureure d'Île-de-France a dit que c'était les policiers qui, par une grenade lacrymogène, avaient mis le feu. Il y a eu quand même... Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui, je suis allée les voir. Non, je suis allée les voir, les gens. Avec oui, et aucune mise en examen aujourd'hui, aucun déferment devant le tribunal. Donc en fait, oui, il y a des gardes à vue pour parler dans les journaux. Il y a aucun déferment en comparution immédiate. Il n'y a pas d'abri de jour. Et par ailleurs sur le nouveau et par ailleurs sur le projet vous disiez que nous n'avions pas de projet commun de la gauche. Il y a un projet, ça s'appelle le nouveau Front populaire. Vous voyez bien qu'il n'y a pas allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que avec LFI. Ils se sont désolidarisés. Mais non, ils se sont pas désolidarisés du programme du nouveau Front populaire. Non, j'ai pas eu l'impression que les socialistes et LFI marchent du même pas. Alors, les socialistes ont fait un contre-projet, mais le nouveau Front populaire. Non, mais le nouveau. Oui, mais enfin, là, ils vont discuter avec le Premier ministre. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit à la sortie. C'est qu'en fait, ils n'avaient rien à dire. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a des stratégies différentes. Il ne peut pas y avoir de majorité de gouvernement avec LFI. Pour les socialistes. Enfin, il a surtout dit que pour l'instant, il n'y en avait pas avec le Cornu. Hein. Donc voilà, vous entendez ce que vous voulez. Moi, j'entends que. Donc vous croyez encore à l'unité. Mais ce sera obligatoire. En plus, il y a une dissolution. Mais ce sera obligatoire. S'il y a une dissolution, en plus, il y aura forcément une union. Non, ce que je voulais simplement, c'est qu'on va pas rentrer dans la polémique, mais on a l'impression qu'il n'y aurait qu'il n'y a pas assez de dépenses publiques en France, qu'il n'y a pas assez d'impôts. Alors que nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques par rapport à notre richesse. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. On est d'accord, c'est les chiffres du FMI, de l'OCDE. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas assez de dépenses publiques. Le problème, c'est que les dépenses publiques, elles sont là, mais elles sont mal utilisées. Effectivement, ce qui a le plus augmenté ces dernières années, ce sont les dépenses d'entreprise. Non, pas du tout. Ce sont les dépenses de fonctionnement. C'est très bien que ce chiffre est faux, parce que les 220 milliards d'euros... Non, les 220 milliards d'euros, ils sont complètement faux, parce que dedans, on met les aides, par exemple, à la SNCF, qui n'est pas une entreprise privée, vous voyez. On met également les aides pour les stages. Donc, qui vont évidemment. Crédit d'impôt recherche, etc. Niche fiscale dénoncée par la Cour des comptes. Non, mais c'est ça le problème, c'est que. Mais si, niche fiscale dénoncée par la Cour des comptes. Il faut regarder les chiffres d'un point de vue global, d'un point de vue macroéconomique. Nous sommes numéro 1 du monde des dépenses, qui a le plus augmenté justement. Il faut regarder les chiffres de l'INSEE, moi j'invente rien. Ce sont les dépenses de fonctionnement, justement. 100 milliards d'euros d'augmentation depuis 2021. Moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et donc, à partir de là, c'est effectivement tout un changement de paradigme qu'il faut faire. Donc dire, on va augmenter bêtement la dépense publique, on sait très bien que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc le problème est là, c'est que dans le même temps, si vous augmentez les impôts, on l'a dit tout à l'heure, vous allez casser l'activité économique. Donc c'est ça, vous n'avez pas de vrai programme économique. Ah si, simplement. Alors attendez, s'il vous plaît. Oui, alors allez-y Jean-Marc Chimès, mais après j'aimerais qu'on revienne sur demain spécifiquement. Vous êtes économiste, hein? Tout à fait. Vous êtes de formation économique. J'ai un doctorat d'économie. 55% des dépenses publiques et sociales représentent du PIB. Les dépenses sociales et privées dont parle... 57. Bon, enfin, c'est 57%. Ça veut dire que plus de la moitié de la population vivent sur des revenus de redistribution par l'État. C'est un choix que nous avons fait. Ça veut dire que un type normalement constitué, il a presque plus intérêt à essayer d'avoir des recettes de l'État que des recettes de la création de richesse.
Mais c'est incroyable. C'est ça, c'est incroyable ce qu'on dit. Non, parce que contrairement à bien d'autres pays dans le monde, vous n'avez pas à vous inquiéter que vos enfants fassent des études supérieures parce que vous n'avez pas à payer les études supérieures, vous n'avez pas à payer l'école ni le collège. Vous n'avez pas, non, mais vous n'avez pas à payer l'hôpital quand vous êtes malade et vous n'avez pas peur des soins qu'on va vous prodiguer précisément parce que nous avons fait ce choix à la fois radical et encore une fois qui est l'honneur de la France, qui sont les valeurs de la France, qui est de dire que quel que soit votre niveau économique, social, tout ce que vous voulez, eh bien vous pouvez entrer dans un hôpital et vous aurez les mêmes soins de la même qualité avec des plateaux techniques, avec des plateaux techniques. Vous n'avez pas les moyens. Non, mais ça, on peut le faire avec moins de 57% du PIB. Évidemment on peut le faire avec un niveau très élevé. Mais tous en même temps, s'il vous plaît. Dans ces cas-là, touchons les 200 milliards d'autres entreprises. Mais il faut toucher à tout. Mais d'accord, mais encore une fois, c'est pas 220 milliards. Je vais vous donner mon propre exemple. Moi, je viens d'ici HLM d'Orly. Vous voyez, moi, je viens de tout en bas, vous comprenez? Moi, les difficultés, je les ai vraiment connues. C'est pas de la théorie, vous comprenez? Donc, à partir de là, quand moi, j'étais dans une cité HLM, mon seul but, entre guillemets, dans la vie, c'était de m'en sortir. C'était pas de tout casser. Oui, vous avez bénéficié d'un HLM grâce à l'impôt. Justement, voilà, vous avez bénéficié d'école publique, vous avez bénéficié d'associations. Laissez-moi terminer. À partir de ce moment-là, à cette époque-là, il y avait 48% de dépenses publiques par rapport au PIB. Et j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à mes parents. Mais globalement, et à l'État aussi. Mais bien sûr, j'avais une bourse, tout à fait, j'avais une bourse. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut remercier l'État français. Ce que je parle, c'est quoi? Il y avait 48% du PIB de dépenses publiques. Aujourd'hui, on est à 57%. Or, dans les cités HLM dont je suis issu, quel est le taux de chômage aujourd'hui des moins de 25 ans? 60%. Quelle est la chance, quelle est la probabilité de s'en sortir dans les cités HLM aujourd'hui? Donc, c'est la preuve que vous avez augmenté votre dépense publique, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je suis pour la dépense publique. Mais précisément parce qu'on ne l'a pas orienté vers les quartiers qui n'ont pas bénéficié à la hauteur des enjeux de l'ANRU, etc. Il y a eu l'ANRU et il n'y a pas eu derrière, et on l'a vu d'ailleurs avec Emmanuel Macron et Jean-Louis Borloo que vous receviez sur ce plateau ou un autre horaire, je me souviens pas, récemment, et qui disait que en fait cette espèce d'abandon de l'État génère aussi une forme de ressentiment qu'il faut entendre. Et donc moi, oui, très bien, mais quand j'entends par exemple Jean-Marc Sylvestre dire que le crédit impôt recherche, il est absolument indispensable. La Cour des comptes a fait plusieurs rapports, pas un seul, plusieurs, pour dire que c'était une niche fiscale et qu'une partie était totalement inefficace. Donc c'est cela qu'il nous faut regarder en face. Et par ailleurs, quand j'entends sur la taxe Zuckman que ce serait du communisme, enfin vraiment, je pense qu'il faut. Ça c'est le patron de la BPI qui l'a dit sur notre antenne ce matin. De 2% d'imposition. Je rappelle que si les plus pauvres, si le SMIC avait suivi le niveau de progression des revenus des personnes les plus riches, aujourd'hui le SMIC serait à peu près à 10 000 euros. Donc on va se calmer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu un enrichissement éhonté des plus riches. Il est normal qu'il redonne une partie de cette richesse qui vient d'une forme de service public, etc., à la société. On va parler des pistes pour faire des économies, et la taxe Zuckman est évidemment sur la table alors qu'il y a ces négociations à Matignon. Mais juste avant, parce qu'il y a quand même le 18 septembre demain, les Français qui nous regardent se demandent un petit peu comment ça va se passer. Quels sont les blocages prévus, Samy? Quel est le dispositif déployé pour ce 18 septembre? Factuellement, c'est vrai qu'on peut le dire, ça sera une mobilisation considérable, puisque les autorités parlent de 800 000 personnes. La mobilisation dans la fonction publique est également extrêmement importante. Regardez le mouvement du 18 septembre. À part sur les lignes automatiques 1 et 14 et également la 4, le trafic sera fortement perturbé parce que les chauffeurs, en tout cas, sont très mobilisés. Sur le RER également, le trafic sera perturbé. Du côté du TGV, ça se passera plutôt bien. Si vous partez, en tout cas, 90% du trafic sera assuré. Un train sur 2, un intercité sur 2, 3 TER sur 5. Le RER, je le disais, sera très perturbé. Dans l'éducation nationale, les professeurs sont également très mobilisés. 90 écoles qui seront fermées sur 626 à Paris, 45% en tout cas de taux de grévistes à Paris et 33% à l'échelle nationale. Donc beaucoup d'entreprises se sont organisées pour du télétravail, pour pouvoir garder d'ailleurs les enfants. Et le dispositif de sécurité, on en parlait tout à l'heure, il va être exceptionnel. 80 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés demain avec 10 canons à eux. Il y a, vous savez, ces fameux véhicules, les Centaures, on va y revenir dans un
un instant, qui vont être également déployés dans la capitale. On va voir à quoi ça ressemble un Centaure. C'est un peu l'équipement de pointe de la gendarmerie. Ce sont ces blindés-là qui sont équipés de vision nocturne, de lanceurs de gaz lacrymogènes et qui vont être répartis à Paris, mais également en province. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 90 Centaures ont été commandés. Ça représente quand même, je le notais, 67 millions d'euros, 740 000 euros pièce. Et alors, vous parliez de la Cour des comptes tout à l'heure, Sandrine Rousseau, la Cour des comptes qui, l'année dernière, a estimé avoir de forts doutes sur l'adéquation de la flotte de Centaure à l'usage réel qui en serait fait. Un achat, je cite, dans l'urgence du plan de relance avec une spécification rapide et incomplète. Ça, c'est la Cour des comptes qui l'a dit l'année dernière. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, se dit très inquiet de la présence de perturbateurs dans la capitale et ailleurs. Ils sont estimés à 1000 à Paris, 8000 en province. Est-ce que vous partagez quand même cette inquiétude que ça ne dégénère demain ? Mais on avait déjà ces discours-là sur le 10 septembre et ça n'a pas dégénéré. Moi, ce que je voudrais juste dire aux manifestants de demain... Là, on attend 900 000 personnes. Et je suis sûre qu'ils seront dans le même état d'esprit, c'est que le mouvement social gagnera par le fait qu'il soit puissant, fort et solidaire, mais pas violent. Et en fait, je le dis aux personnes qui manifestent, et je suis sûre que c'est l'état d'esprit dans lequel tous et toutes vont aller manifester. Mais quel est l'objectif de cet intersyndical ? Je voudrais aussi... Quel est l'objectif de cette journée de manifestation ? On ne voit pas très bien. Et vous savez, est-ce que vous connaissez les chiffres ? Est-ce que vous connaissez les chiffres de la souffrance au travail, par exemple? Est-ce que vous connaissez les chiffres de la souffrance au travail, par exemple? Il y a une personne sur deux. Il y a une personne. Demain, l'objectif, c'est la fin de la souffrance au travail. Il y a une personne sur deux qui pense à démissionner. Il y a une personne sur quatre qui se dit en souffrance aiguë au travail. On n'a jamais eu autant d'arrêts pour des problèmes de souffrance au travail, de dépression, de burn-out. Et en fait, là, ce que veulent dire les gens qui vont aller dans la rue, mais j'imagine que vous allez les interroger demain, c'est que ce monde qui les oblige à travailler plus, parce que je rappelle quand même que François Bayrou est entré dans la discussion avec 2 jours fériés supprimés. Oui, très bien. Enfin, c'était la première mesure qu'il annonçait. Alors qu'on parle de communisme, quand on parle de la taxe Zuckman, là, on oblige les gens à travailler plus sans 1 euro de salaire supplémentaire. Et en fait, là, ces gens qui donnent leur vie dans ce travail, qui souvent sont très attachés, qui très souvent se sentent très attachés à ce travail, qui encore une fois cherchent le sens de ce travail, eh bien, vont aller dire dans la rue qu'après la réforme des retraites, par exemple, eh bien, ils veulent des conditions de travail meilleures, des conditions de salaire meilleures, et ils veulent juste vivre dignement. Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu à une des perles de votre collier de tout à l'heure, qui était de dire... Vous pouvez être un peu plus agréable, c'est pas impossible. Je suis en train de gagner des points de pénibilité travail avec vous. Mais ce soir, vous les enchaînez, dites-moi lesquels. Dites-moi lesquels, en fait. Vous dites là, vous savez que les téléspectateurs qui travaillent dans le privé, ils doivent se dire, mais elle vit où, Madame Rousseau? Les personnes qui travaillent dans le privé, ils ont des problèmes de salaire, des problèmes de burn-out, ils ont des problèmes de souffrance au travail très aigus. Et en fait, je suis sûre qu'ils me comprennent extrêmement bien. Eh bien, absolument que si, puisqu'on a dit... Mais bien sûr que si, puisqu'on proposait l'augmentation des salaires. On est les seuls à proposer ça, par exemple. Et en fait, je sens bien que ça vous énerve. Sandrine Rousseau, alors arrêtons-nous un instant là-dessus. Comment est-ce que vous augmentez les salaires? Comment vous le financez? Mais il y a eu des propositions sur la table qui étaient d'augmenter le niveau du SMIC et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de palier aussi important qu'il y a actuellement sur la baisse des cotisations sociales et les exonérations de cotisations sociales. On avait proposé de faire un fonds de solidarité pour les petites entreprises qui n'arriveraient pas à augmenter les salaires. On a proposé aussi de soutenir les PME, de soutenir les commerçants, de soutenir les indépendants. Pas la question. Mais précisément parce qu'il nous faut la taxe Zuckman et d'autres manières de le faire. Mais évidemment. Mais comment vous n'allez pas récupérer grand-chose. Mais non, mais vous êtes dans le monde irréel, vous êtes dans un rêve. Mais vous êtes dans le monde où on fait de la croissance et de la productivité, et c'est ça l'avenir, et c'est ça le bonheur des gens. Mais non, ça n'est pas le bonheur des gens. L'avenir, c'est avoir un horizon. Comme vous disiez tout à l'heure que la gauche ne s'intéressait qu'aux questions sociétales, une des plus grosses mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps, c'était sur la retraite, et nous avons absolument mené une bataille, mais gigantesque dans l'hémicycle sur les retraites. Nous n'oublions jamais les salariés
salariés. Moi, j'étais à Saint-Avold, qui était la centrale à charbon la semaine dernière, où les salariés ne savent pas du tout de quoi demain sera fait, où il manque de stratégie d'État, où il manque de vision d'État à 5, 10, 15 et 20 ans. Je suis d'accord. Si vous êtes écologiste, vous n'allez pas favoriser le charbon. Non, mais par contre, je me soucie de la situation des salariés. Non, mais vous pouvez rire, mais à un moment, en fait, ce que vous ne voulez pas, c'est que la France puisse avoir un programme de gauche. Moi, je vous dis, l'Espagne en a un. Ils ont augmenté le nombre de salariés en CDI. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste baisser d'un ton? Ils ont augmenté les salaires. Tout va bien. Ils ont augmenté le nombre de CDI, ils ont augmenté les salaires, ils ont diminué leur déficit, ils ont une croissance économique qui est bien supérieure à la mienne, à celle de la France. Et pour autant, je ne suis pas pour la croissance. Mais regardez ce que ça fait en fait un programme de gauche. Les ouvriers ne votent pas pour vous? Regardez le mieux que ça fait sur la vie des gens. Et moi, j'entends que la préservation du capital est première dans votre raisonnement. Je vous dis, moi, je me battrai toujours pour que la vie des gens soit première sur tout taux de rentabilité. Et qu'en fait, c'est cela, demain, qui va se discuter dans la rue. Sauf que les Français qui nous regardent sont aussi conscients de l'urgence de la situation financière française. On a Nadine qui nous écoute. Si demain, Madame Rousseau arrivait au pouvoir, que ferait-elle pour réduire le déficit? Alors déjà, on n'a pas besoin de le réduire de 44 milliards comme le proposait, de 40 milliards comme le proposait François Bayrou, puisque l'Union européenne nous impose 15 milliards. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui était juste à côté de vous il y a un instant, disait que l'ampleur de l'effort, c'était bien ça. C'était au moins 44 milliards d'euros d'économie. 120 milliards sur 5 ans. L'Europe nous impose 15 milliards. 120 milliards sur 5 ans. Mais l'Europe nous impose rien. C'est nous qui devons réduire notre déficit pour nos enfants, pour éviter qu'on ait ce dérapage permanent, cette dette publique qui nous coûte, comme vous le savez, on va payer l'année prochaine 70 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette, bientôt 100 milliards d'euros, complètement fichu en l'air. Vous voyez, ça, c'est de la dépense publique qui est donnée effectivement, voilà, et qui est jetée par le fenêtre, qui pourrait faire des hôpitaux, qui pourrait faire effectivement du social. Alors, le donc c'est ça. Malheureusement, vous et vos collègues, etc., vous avez dit, ben non, la dette, on s'en fiche, ça coûte rien, etc. Mais oui, ça nous coûte extrêmement cher. Donc, c'est ça que demandent les Français. Mais déjà, personne n'a dit qu'on s'en fichait. Si. C'est de la crédibilité. Il y avait votre collègue, dernièrement, Monsieur Courquel, qui était là à votre place, qui disait ça. Mais bon, toujours dit que, mais il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, le vrai enjeu, il est qu'il faut redonner un horizon aux Français. Il faut redonner de l'espoir. Aujourd'hui, moi, je le vois tous les jours, que ce soit les chefs d'entreprise ou les particuliers, effectivement, ils n'ont plus cet espoir. Et si on arrive, on leur dit, voilà, on va complètement bloquer la France. Alors, c'est vrai qu'il y a une responsabilité de la part de M. Macron, ça j'en suis tout à fait conscient, et donc il faudra complètement réformer cette France. Mais simplement en proposant d'augmenter les impôts, alors que nous sommes numéro 1 du monde des impôts, d'augmenter encore les dépenses publiques, alors que nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques, ce ne sont pas les solutions. Et quand on vous dit comment vous financez, oui, on va trouver l'argent quelque part. Donc c'est ça, il faut être cohérent. Donc c'est ça le vrai enjeu. C'est qu'il faut aujourd'hui être crédible. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui la France est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit public. Et c'est le seul pays qui perd en crédibilité. C'est-à-dire qu'on améliore les notes des autres pays européens et nous, évidemment, on est en train de se dégrader, de tomber. Donc si vous arrivez au pouvoir, ça ira beaucoup plus grave, beaucoup plus loin, bien entendu. Sandrine Rousseau. Donc, aujourd'hui, la charge de la dette dans le budget de l'État, c'est 2% du PIB. Aujourd'hui, en France. Ça, c'est l'année dernière. C'est 2% du PIB. Non, c'est pas 3%, c'est 2% du PIB. C'est l'année dernière, on a avancé. En Italie, c'est 4%. En Espagne, c'est 3%. La plupart du temps en France, le poids du remboursement de la dette a été pendant bien des années autour de 3-4%. Donc en fait, ça n'est pas vrai. Donc ça n'est pas vrai qu'on est dans une situation historiquement dramatique. En 2007, François Fillon disait, avec des trémolos dans la voix, qu'il était à la tête d'un État en faillite. À ce que je sache, nous n'avons pas fait faillite depuis 2007. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un sujet autour de l'accumulation de la dette, dont je rappelle que 1000 milliards de cette dette a été créée sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et quand je dis 1000 milliards, je suis en deçà. Je suis en dessous de la réalité, puisque vous étiez parmi les premiers à réclamer des aides après la fin du Covid. Vous n'avez jamais empêché. 1000 milliards d'augmentation de la dette, qui est en dessous de la réalité, puisque j'ai retiré de ce chiffre-là le montant de la dette liée au Covid, qui est de 280 milliards, 110 en direct, 280 milliards en indirect.
direct. De sorte que les 1000 milliards, c'est vraiment le résultat de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il est absolument incroyable qu'on ne lui demande aucun compte sur ce chiffre qui est aucun gouvernement, aucun président de la République n'a augmenté dans cette proportion la dette publique. Donc permettez quand même que je le pose, puisque ça permet de penser que la politique libérale qui est menée par Emmanuel Macron ne permet pas en tous les cas de rétablir les comptes. Donc oui, il faut s'intéresser à la dette. Aujourd'hui, je rappelle que la dette de l'État est d'à peu près 110% du PIB, mais que la dette des entreprises et des ménages, elle, est de 135% du PIB. Et donc oui, il y a quelque chose à faire. Je proposais par exemple, pour améliorer, pour d'étendre la contrainte sur la dette, de faire en sorte que l'épargne des Français puisse, qu'on puisse ouvrir une souscription pour que les Français qui ont un taux d'épargne parmi les plus élevés au monde puissent souscrire. Absolument, puissent souscrire de la dette française de sorte que, comme au Japon, qui a près de 240% de son PIB en dette, eh bien, comme ce sont les Japonais qui détiennent la dette, il y a moins de pression des marchés financiers. Ils peuvent le faire. Quand j'ai dit ça, peuvent le faire très librement, les Français. Ils ne le font pas. Quand j'ai dit ça, Marine Le Pen qui a fait un tweet pour expliquer combien j'étais absolument stupide. Je vous le dis, aujourd'hui, ça fait partie des propositions qui sont sur la table par la Banque centrale. Mais c'est très intelligent. Eh bien, je vous remercie de le dire. Je vous assure, mais ils peuvent le faire. Balladur, quand il l'a fait, Balladur, quand il l'a fait, a réussi à lever 40 milliards d'euros. Alors attendez, arrêtons-nous là-dessus pour qu'on comprenne bien. Ils peuvent déjà le faire, c'est ce que vous dites. Ils peuvent le faire, ils peuvent déjà investir l'argent là où ils veulent. Ils ont plein de banques qui peuvent leur offrir des choses aussi intéressantes que la caisse d'épargne. Ça s'appelle des obligations. Ça s'appelle ? Ben oui. Et alors, vous voulez changer le nom ? Non. Édouard Balladur a fait une souscription. Non, mais ça, c'est un emprunt d'État. C'était un emprunt d'État. Oui, c'était le seul réussi dans l'histoire, parce que celui de Giscard avant a été un fiasco terrible. Il s'était donné comme objectif 10 milliards d'euros. Oui. Il en a levé 40. Oui. Et donc, le prix auquel il les a remboursés, je pense qu'on peut... Il a attiré les capitaux avec un taux d'intérêt supérieur. Oui. Si vous demandez un taux d'intérêt supérieur, ça va nous coûter cher à l'État, encore une fois. Donc comment financer le faire ? On n'est pas, justement... Donc ce qui est dangereux, c'est qu'après on arrive à la spoliation. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, autour de la table, un peu de discipline. Non, mais quel que soit le truc que je propose, en fait, à la fin... Non, mais il faut être crédible. Là, vous venez quand même de dire que c'était intelligent, donc je vous remercie. Mais oui, parce que c'est un truc qu'il faut sortir. Mais il y a un problème de confiance globale. Vous allez pas recruter Jean-Marc Sylvestre dans vos rangs, c'est bon. Hein. Alors, c'est lunaire. Donc, en fait, je le dis juste pour moins dépendre de la note des agences internationales. Il y a un moyen, c'est notamment de faire des souscriptions publiques qui permettraient de lever largement, de quoi desserrer la contrainte et de quoi amortir les dépenses de la dette. Sébastien Lecornu, qui, après avoir rencontré le PS aujourd'hui à Matignon, s'est dit prêt à travailler sur la justice fiscale, mais il veut faire attention, je cite, au patrimoine professionnel visé par cette taxe. On parle donc de la taxe Zuckman, 2% sur les hauts patrimoines. Ça concernerait environ 1800 foyers. Et je voulais vous refaire écouter, visiblement vous l'avez entendu, mais pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui n'est absolument pas d'accord, et c'est un euphémisme, avec cette piste évoquée par la gauche notamment. On l'écoute. C'est délirant. C'est communiste en réalité. Et donc, mais d'où ça sort ? Comment est-ce qu'on peut encore sortir des énormités comme ça en France ? Et beaucoup de choses jouent dans cette affaire. Il y a évidemment la haine du risque, qui est soi-disant le nouveau noble, alors qu'il faut quand même rappeler que François Pinault, il était fils de petit entrepreneur du bois. Vous lui piquez la totalité à Bernard Arnault. Ça finance combien de mois d'assurance maladie ? Ça finance 10 mois. Une fois qu'on a financé 10 mois d'assurance maladie, il n'y a plus d'Arnault, c'est fini. On fait comment ? Qu'est-ce que vous lui répondez à Nicolas Dufourcq ? Que déjà, c'est un truc de communiste. C'est incroyable de dire ça. Vraiment, c'est incroyable de dire ça. Depuis 2010, les sans fortune les plus riches ont vu leur richesse augmenter et multiplier par 6. Enfin, je veux dire, là, on parle d'une taxe à 2%. Sur le risque d'exil fiscal. Mais l'exil fiscal a été mesuré, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs épisodes en France d'augmentation des taxes sur les plus riches, et à chaque fois, l'exil fiscal est de l'ordre de 0,3%, ce qui est vraiment minime en réalité, et donc il n'y a pas de risque majeur de riches qui prendraient leurs valises et qui partiraient. Ça n'est pas vrai, surtout qu'on pourrait très bien mettre en place ce qu'ont mis en place les États-Unis, par exemple, qui est l'exit tax, c'est-à-dire que même pour des personnes qui s'en vont, eh bien, ils sont redevables de l'impôt
en France pendant un certain nombre d'années, de sorte que le fait de partir n'est plus un avantage. Et puis c'est tout simple. Est-ce que c'est vraiment le cas? Le risque est minime? Non, pas du tout, parce que justement, il n'y a pas eu de taxe de cette ampleur. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'exode. Non, mais l'enjeu, encore une fois, c'est les perspectives. Ce que je veux dire, c'est que tous les pays du monde aujourd'hui ont fait l'inverse. C'est-à-dire que pour restaurer justement leur activité économique, ils ont réduit la pression fiscale. Mais c'est les faux. Italiens, mais non, c'est une réalité. Regardez les chiffres encore une fois. C'est une réalité. Regardez les chiffres de l'OCDE, du FMI. Biden a posé un impôt de 25%. C'est une réalité. On a effectivement réduit dans la plupart des pays qui s'en sortent aujourd'hui, on a réduit effectivement l'imposition et justement relancé. Regardez l'Italie aujourd'hui, elle a réduit de 30 milliards d'euros les impôts cette année. Parce que globalement, on se rend bien compte que, surtout nous les Français, nous sommes déjà numéro 1 du monde des impôts. Donc si on augmente encore, moi je vous le dis très honnêtement, il y aura évidemment non seulement un exode fiscal, pas un exit, un exode fiscal. C'est-à-dire qu'il y aura aujourd'hui, et pas que les riches, parce qu'on sait très bien comment ça se termine. Au début, on dit tiens, on va punir les riches, on sait plus ce que c'est un riche, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, plus beaucoup en France, et après, qui c'est qui reste? La classe moyenne, et c'est la classe moyenne qu'on va taper. C'est la classe moyenne, malheureusement, qui aujourd'hui paye lourd et cette pression fiscale, parce que justement, on n'a pas les moyens de retenir justement ces fortunes. Ensuite, il y a les perspectives. Attendez, je termine. Il y a les perspectives effectivement sur les entreprises. Comment vont-elles continuer effectivement à investir ici? Parce que je vous rappelle que cette taxe, elle veut taxer le potentiel de gain, c'est-à-dire la valorisation des actions qui peut monter, évidemment. On dit, vous êtes aussi riche. Mais si demain les actions baissent, là, vous avez perdu toute votre richesse. Mais là, on va taxer votre richesse que vous n'avez pas. Ce qui veut dire que vous allez devoir vendre vos actions. Et donc, à partir de là, en plus, si l'État, c'est ça le terme communiste, c'est-à-dire que si l'État, effectivement, prend les actions à sa place, c'est une sorte de nationalisation déguisée. Donc, c'est du jamais vu, bien entendu. Et moi, je vais rajouter un dernier point qui m'inquiète, parce que moi, je vais y voir justement les Français, les entreprises et les particuliers dans toute la France. Et ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de consentement à l'impôt. C'est-à-dire que tous les Français sont prêts à payer l'impôt, on paye des impôts ici, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, on voit que l'impôt est mal utilisé, là, il y a un problème de consentement à l'impôt. Et ça, c'est très grave, parce que ce qui inspire confiance, justement, par rapport à la France, c'est le fait que la France, elle sait très bien lever l'impôt. Si demain, on a et un exode fiscal, et un problème de consentement à l'impôt, je vous dis pas la crise de confiance qu'on va avoir internationale également pour les Français. Il y a ce sondage commandé par le PS qui est sorti, et à la question êtes-vous favorable pour instaurer la taxe Zuckman, 86% des Français se disent favorables. Est-ce que ça traduit 92% de Il renaissance. y a eu tellement de marketing, si vous voulez, qui a été fait autour de cette taxe, etc. Bon, on a vu, on en a parlé, on l'a présenté. On ne dit pas ce qu'elle recouvre vraiment, et surtout ce qu'elle est crédible. Donc évidemment, si on vous dit, voilà, moi je paye pas d'impôts, on va taxer celui qui paye des impôts. On a l'impression qu'ils n'ont jamais payé d'impôts. Effectivement, ils ont payé des impôts. Mais encore une fois, c'est pas le problème des riches, c'est le problème de l'entreprise. C'est-à-dire que là, on taxe le capital des entreprises, et c'est là où ça devient dangereux. Donc, parce que n'oublions pas que les entreprises, elles créent également des emplois. Donc moi, ce qui me gêne, pour terminer, encore une fois, je rappelle toujours mes origines des sites HLM, parce que c'est important. Ça marque votre vie. Vous comprenez, encore aujourd'hui, on me le rappelle. Le vrai enjeu là, c'est que ce qui me dérange dans ce discours-là, c'est que ça casse la cohésion sociale. Mais si c'est vrai, on est en train de montrer du doigt, ça c'est eux, c'est les méchants riches, les méchants du privé, etc., les méchants des entreprises, et c'est ça qui est dangereux. Il faut de la cohésion sociale aujourd'hui, il faut donner envie aux Français de s'en sortir, il faut leur donner un horizon, de s'élever, pas de tout casser. Alors, et ça c'est la grande différence. Ce qui casse la cohésion sociale aujourd'hui, c'est les propositions de TVA sociale. Ce qui casse la cohésion sociale aujourd'hui... Oui, mais enfin, les gouvernements mais je suis pas du gouvernement, moi j'ai d'autres propositions. Qu'il fallait augmenter la TVA, par exemple. Donc la TVA, c'est le pire impôt qui soit. Le pire, c'est l'impôt sur les plus pauvres. C'est vraiment ce qu'on a. Ça, ils étaient prêts à le faire. Par contre, 2% sur les 100 personnes les plus riches, ça c'est pas possible. Et franchement, alors la taxe Zuckman a quand même été portée par 2 personnes de mon groupe qui s'appellent Eva Sass et Clémentine Autain. Je tiens à le dire parce que on a l'impression que cette taxe a été portée comme ça dans le débat. Ça a été voté à l'Assemblée nationale en première instance. Ça n'a pas été voté au Sénat, mais ça a été voté à l'Assemblée nationale, de sorte que quand vous vous interrogiez pour savoir s'il y avait une possibilité de majorité, je vous conforte, oui, il y a une possibilité de majorité puisque ça a déjà été voté. Un dernier mot, Jean-Marc Sylvestre, ensuite il y a un témoignage intéressant qu'on il y a un seul point, Mme Rousseau, c'est que la taxe Zuckman, elle ne sera pas payée par les gens, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Tous ceux que j'ai vus, notamment tous les gens qui ont monté des start-up, parce que ce sont eux qui sont concernés, c'est-à-dire qu'ils sont à la pointe de l'innovation, tous les gens de l'IA. Bon, il y a à peu près 1500 personnes.
Et ces gens-là n'ont pas les quelques millions qu'on va leur demander pour payer la taxe Zuckman. Alors c'est pour ça qu'on veut les inviter à prendre des actions de l'État, à le vendre à l'État. Mais enfin, c'est pas la solution. S'ils les vendent à l'État, ils ne trouveront plus d'investisseurs privés et d'investisseurs étrangers pour le faire. Donc on sera coincés, mais c'est pas la première fois. Ce ne sont pas les startups qui sont les premières cibles. Non, les entreprises familiales. Ce sont les empires, type LVMH, Bolloré, etc. En 20 ans, LVMH n'existe plus. Une taxe à 2%, mais arrêtez d'être ridicule. Franchement, là, on retourne au ridicule. On parle de 2%. Oui. 2%. Sur 10 ans, ça fait 20%. Sur un patrimoine net. Sur un patrimoine net, pas sur un patrimoine brut. C'est-à-dire sur un patrimoine dont on enlève les dettes. Mais ça, c'est dans toutes les bases fiscales. Mais je vais vous dire, toutes les personnes qui payent des TVA à 20% et qui n'ont aucun moyen d'épargne, etc., enfin, elles doivent rigoler, là, en vous entendant vraiment, parce que c'est des taux d'imposition à 20%. Là, on parle de 2% pour des gens qui ont des revenus qui se comptent en millions d'euros. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas les revenus que vous imposez. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Bien sûr que c'est le patrimoine. Un capital. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les inégalités de patrimoine sont bien plus importantes que les inégalités de revenus, de sorte qu'on ne peut pas laisser s'accumuler comme ça des inégalités de patrimoine. Et quand vous parliez de cohésion sociale, la cohésion sociale, elle est aussi liée à un niveau d'inégalité qui ne peut pas exploser. Et on le voit aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, plus les riches s'envolent comme ça, plus la cohésion sociale est menacée. Donc la taxe Zuckman, c'est aussi une manière de ressouder cette sociale. C'est pas comme des riches. Quand même le fait qu'ils créent beaucoup d'emplois. C'est riche, comme vous dites. Non, mais encore une fois, moi je ne veux pas parler des riches parce que tant mieux pour eux. Le problème, c'est la classe moyenne. Ce qu'il faut regarder dans la réalité, c'est que ces dernières années, la dépense publique a augmenté. Avec Macron qui n'est pas du tout libéral, il a continué d'augmenter la dépense publique. Il n'y a pas un président qui a plus augmenté le nombre de fonctionnaires que Monsieur Macron. Donc il n'est pas du tout libéral. Et pourtant on a une réduction, on a une augmentation du taux de pauvreté et une augmentation des inégalités. Donc c'est la preuve que augmenter la dépense publique, ce n'est pas la solution. C'est ça qu'il faut regarder. On a un témoignage. Brice, merci d'être avec nous. Vous êtes serveur en Seine-Maritime. Bonsoir à vous. Vous ne souhaitez pas manifester, vous n'allez pas manifester demain? Non, du tout. Pourquoi? Parce que Monsieur Lecornu, on veut déjà d'office quasiment le censurer. Il faudra peut-être lui laisser sa chance. Il est en train de faire des concertations, il est en train de rogner sur certaines choses que Bayrou avait proposées, comme les 2 jours fériés. Il faut peut-être lui laisser sa chance de proposer un budget avant de descendre dans la rue tout de suite et de dire on n'en veut pas. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans ce budget. Donc, puis je me sens pas vraiment concerné, ni représenté par les grévistes professionnels du secteur public qui sont l'éducation nationale, EDF, la SNCF, tous ces gens-là qui, quand on les écoute, leur travail c'est Germinal, c'est la mine, alors que je pense pas que ce soit ceux qui aient les conditions de travail les plus difficiles en France. C'est ceux qui sont le plus protégés et c'est ceux demain qui vont nous empêcher encore de se déplacer, de travailler, qui vont empêcher des commerçants de faire leurs recettes. Vous parliez tout à l'heure des aides du Covid, il y a des commerçants qui attendent toujours de pouvoir rembourser leur PGE, donc on va les amputer d'une journée de recettes. Ça, faut pas l'oublier non plus, parce que ces recettes-là aussi, un commerçant, il paye des charges pour abonder tout ce qui est le service public que Mme Rousseau prend de temps. Allez-y, je vous en prie. Vous dites en gros, il faut laisser sa chance à Sébastien Lecornu qui a déjà décidé, par exemple, d'abandonner les jours fériés. Est-ce que je peux vous demander, vous, pour qui vous votez? Moi, à la base, en 2017, j'ai cru, comme beaucoup, à Macron. Je me suis, par dépit, en 2022, j'ai rejoint le camp que je votais avant Macron, c'était les LR. Ouais, Valérie Pécresse, ça arrive, j'en fais partie. Mais puis derrière, par dépit, j'ai voté Emmanuel Macron au 2e tour parce qu'il était pour moi hors de question de voter pour Marine Le Pen. Et du coup, législative, après la dissolution, je me suis retrouvé au 2e tour avec un candidat RN et une super candidate, Alma Dufour, qui n'a rien de mieux à faire qu'aller faire une flottille à Gaza. Cela dit en passant. Donc j'ai dû voter blanc pour la première fois de ma vie. Donc pour vous dire à quel point on est représenté. Ma question derrière, c'est effectivement de savoir si vous souteniez le gouvernement, parce que votre parole est assez rare finalement, de dire faut lui laisser sa chance. Écoutez, au bout d'un moment, vous voulez faire comment? Le pays est bloqué, il n'y a pas d'autre solution. Donc au bout d'un moment, même si ça embête le RN, ça embête la gauche, ça embête un peu la droite, ça arrange peut-être le PS, mais au bout d'un moment, on n'a pas 36 000 solutions. Une dissolution, ça nous amènera exactement dans la même situation que celle où on est aujourd'hui. Ça ne changera strictement rien.
L'erreur que Emmanuel Macron a fait, à mon avis, pour moi, même si j'étais pas d'accord avec lui, c'était de mettre Lucie Castet en Premier ministre au lendemain de la dissolution. Elle aurait été censurée. De toute façon, on a bien vu après que le NFP, c'était une vaste blague parce qu'ils étaient incapables de travailler tous ensemble. Donc derrière, elle aurait été censurée. Après, je ne sais pas qui l'aurait mis. On aurait peut-être gagné du temps, je ne sais pas. Il reste 19 mois à tenir. Et le Cornu, il a l'air quand même de discuter avec un peu tout le monde. Il a l'air d'être respecté quand même par pas mal de camps politiques. Autant lui laisser sa chance, lui laisser le temps de monter un budget. Et à partir du moment où il aura présenté son budget, qu'on considère déjà comme un budget d'austérité alors qu'on n'a strictement aucune information dessus, là on pourra se mettre à le juger et les camps politiques pourront le censurer s'ils ont envie. Intéressant ce point de vue, Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que vous répondez à Brice? Les écologistes étaient reçus aujourd'hui à Matignon. Il n'en est pas ressorti grand-chose. Pourquoi ne pas choisir de discuter avant de descendre dans la rue? C'est ce que dit Brice ce soir. Et parce qu'il n'en est pas ressorti grand-chose, parce qu'il ne peut pas en ressortir grand-chose. Sébastien Lecornu a été le ministre le plus fidèle des gouvernements Macron, c'est-à-dire c'est le seul qui a échappé à tous les remaniements et qui a toujours eu un siège de ministre dans les gouvernements. Mais qui a déjà fait des concessions, Sandrine Rousseau, qui a déjà décidé d'abandonner la suppression des 2 jours fériés, qui avait voulu mettre en place François Bayrou, qui veut empêcher les avantages à vie. Le décret a été publié aujourd'hui des anciens premiers ministres. Il y a déjà des pas qui sont faits et il se dit être le Premier ministre de la rupture. Vous n'y croyez absolument pas? Et c'est pas, enfin, les jours fériés, ça a été une annonce qui n'a pas été mise en place. Ça n'est pas une concession, ça n'est pas un programme qui tend vers la gauche ou vers la droite d'ailleurs. C'est en fait c'est la continuation de la politique publique, de la politique suivie par Emmanuel Macron depuis 2017 et l'entêtement et l'ego d'un homme à l'Élysée est en train de nous plonger dans une crise politique aiguë. Oui, ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Après, quand vous disiez que vous aviez voté LR, eh bien, les LR ont participé au précédent gouvernement et pour autant, on a bien vu que ça n'a pas permis de trouver une majorité. Donc maintenant, il y a un résultat sorti des urnes. On ne peut pas rester dans le déni démocratique qui est actuellement. Et je vous le dis aussi, en tant que serveur, si vous voulez, en tant que commerçant, que votre commerce fonctionne, eh bien, il faut aussi que les gens aient les moyens de pouvoir venir prendre un verre ou se payer un repas. Et pour ça, eh bien, les conditions de vie des personnes les plus précaires doivent être une priorité parce que sinon, évidemment, ils ne pourront jamais venir dans votre commerce. Une dernière question peut-être, Sandrine Rousseau. Quel regard portez-vous sur les socialistes qui, eux, sont en train de discuter avec Sébastien Lecornu? Mais ça, vous dites qu'ils sont en train de discuter. Moi, j'ai pas entendu qu'ils sortaient avec des éléments de discussion très forts. Enfin, j'ai pas, ou alors j'ai pas entendu la bonne chose. J'en sais rien, c'est possible. Mais ils sont dans l'attente des propositions. Ils sont pas fermés comme vous à dire ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'ils allaient revenir. Voilà, ils reviendront à Matignon pour faire le point dans quelques jours parce qu'ils attendent quelque 15 jours comme ça, y aller et à repartir et à revenir. Et moi, je vous dis que dans 15 jours, ils auront rien obtenu parce que de toute façon, il y a rien à obtenir. Mais encore une fois, laissons passer les 15 jours et on verra qui a raison. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être venue sur le plateau ce soir sur BFM TV.